relève-toi. Aïcha, non, ne les écoute pas. Aïcha, relève-toi. Aïcha, tu es spéciale. C'est l'article 540 nouveau. C'est une modification du code pénal. Constitue un harcèlement sexuel le fait pour une personne de donner des ordres, des demandes, des faveurs. Le fait de demander dans ces conditions-là des faveurs de nature sexuelle au profit de celui qui agit ou au profit d'un tiers sans le consentement de la personne harcelée. Donc, comme vous avez vu, il y a différentes manières. Ça peut être WhatsApp, ça peut être un texto, ça peut être un SMS, ça peut être une attitude. Et la loi ne vise pas seulement celui qui le fait directement. Il y a aussi ce qu'on peut appeler les entremetteurs. Dans les milieux de formation, dans les milieux universitaires, vous avez l'auteur principal qui est l'enseignant. Mais vous avez aussi parfois des entremetteurs. Ça peut être un autre professeur, ça peut être un étudiant qui joue, celui qui fait les messages, celui qui organise les rencontres, celui qui prévient la jeune étudiante que bon, tu vas être, tu es ciblé, tu as été visé, on va te contacter, tu as intérêt à répondre favorablement à la sollicitation, etc. Donc, aussi bien celui qui le fait directement que celui qu'il utilise pour le faire devant la loi, on les traite de la même façon. Aïcha, non, ne les écoute pas. Aïcha, relève-toi. Non, Aïcha, tu es spéciale. Alors, je vais vous dire ce que la loi prévoit comme sanction. Ça va dépendre de la qualité et de la fonction de la personne qui exerce le harcèlement sexuel. Alors, bon, déjà, on a expliqué, la loi explique ce qu'on entend par situation de vulnérabilité. Soit c'est l'âge, ça peut être un mineur ou quelqu'un d'assez âgé. Soit c'est le statut social et économique, quelqu'un qui est peut-être dans un besoin. Ou bien la personne dans l'état physique ou mental ou toute autre situation connexe. Toute autre situation connexe, là, c'est le juge qui va apprécier, qui va dire, la situation que la personne là, dans laquelle la personne qui a été harcelée se trouvait, c'est une situation qui est proche de telle situation. Vulnérabilité, chercher un emploi, subordination, le lien de subordination, il va chercher. Alors, l'auteur ou le complice est puni d'une amende de 500 000 francs à 1 million de francs CFA et d'un emprisonnement de 1 an à 2 ans. Ou bien l'une de ces deux peines. Soit il paye l'amende, soit il va payer, soit il va en prison. Et c'est le juge encore qui apprécie. Le juge peut dire, bon, ok, il va payer l'amende. Peut-être pour éviter quelque chose. Ou bien le juge va dire, non, 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 on va te donner une bonne leçon, tu iras en prison. Maintenant, je vais venir maintenant aux sanctions qui sont prévues quand les personnes qui sont auteurs du harcèlement ont des qualités particulières. C'est là que la qualité de l'enseignant va survenir. Voici ce que dit l'article 551 nouveau. Souvenez-vous, la peine générale, c'est 500 000 à 1 million ou 1 an à 2 ans. Mais pas les deux à la fois, l'un ou l'autre. Ici, maintenant, l'article 551 nouveau dit, lorsque le harcèlement sexuel est commis par un ascendant légitime, papa, une maman, si c'est une personne du sexe masculin qui se plaint de ce harcèlement sexuel, ascendant légitime, naturel ou adoptif. Donc, même si c'est mon papa adoptif et autres, d'accord? Ou par un enseignant ou un formateur sur son apprenant. C'est là où l'enseignant est visé. À cause de la position de subordination et de la possibilité que l'enseignant a d'exercer une influence. La note d'un étudiant dépend de son professeur, de son enseignant, par exemple. Donc, l'enseignant ou le formateur, on est dans un centre de formation, garage, atelier de couture, de ceci, de styliste, couturier, tout ce qu'on veut. L'auteur, à ce moment, est puni d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 1 million à 5 millions. Et là, ce n'est pas que c'est l'un ou l'autre, c'est les deux à la fois.
il va en prison, il paye l'amende. Et vous avez vu que la peine est plus élevée que la peine générale et que l'amende aussi est plus élevée que l'amende dans le cas général. Et si jamais il y a récidive, la peine est portée au double. Ça veut dire qu'il peut écoper tranquillement de 10 ans si on le reprend à faire la même chose. Alors, si c'est ça ou si c'est commis sur un mineur, c'est la même peine. Et la loi précise qu'en aucun cas, le consentement du mineur ne peut être retenu. C'est moi-même qui ai voulu, il me plaît, je suis amoureuse de lui, effectivement, je veux bien attendre d'avoir mes 18 ans, mes 20 ans de lui. Même s'il était consentant, s'il a dit oui, on estime que dans la position où il est, son consentement n'est pas éclairé. Son propre intérêt, il n'a pas conscience de son propre intérêt pour avoir dit oui en toute connaissance de cause comme un grand. Donc, voilà ce que la loi dit. Et la loi poursuit pour dire que l'auteur et les complices peuvent être interdits de l'exercice de l'un ou plusieurs des droits prescrits à l'article 48 du présent code. À ce moment, l'article 48 parle d'un certain nombre de droits, le droit d'être élu à quelque chose, le droit aussi, parfois même votre, responsabilité de père, la capacité que vous avez d'exercer la tutelle sur un enfant peut vous l'enlever. N'est-ce pas? La loi finit maintenant par dire que la peine est nécessairement assortie. Vous n'avez pas le choix. Vous punissez la personne et en plus, vous lui interdisez pendant un certain temps les fonctions dans lesquelles il était quand il a commis l'infraction. Si c'est un professeur d'université, on l'arrête d'abord. Si c'est un maître, on l'arrête d'abord. Sur un certain temps. On ne l'autorise plus à être l'enseignant d'enfants ou de formateur de quelque personne que ce soit. Donc, voilà. Et pour que tout le monde soit fixé sur véritablement la relation pédagogique qui est la seule relation qui doit exister entre un enseignant, un formateur et son apprenant, la loi, dans l'article 551.1 dit ceci. Toute liaison amoureuse entre un formateur ou un enseignant et son apprenant est interdite. C'est simple. Vous ne pouvez pas cumuler une relation pédagogique et une relation amoureuse avec un de vos apprenants. L'une des relations va cesser. Ou vous cessez d'être son professeur, ou si vous tenez à la relation amoureuse, alors out, vous sortez de la profession. Et la loi dit que lorsque la liaison amoureuse est établie, parce qu'il faut établir la liaison amoureuse, comment on l'établit? Par des échanges, par des comportements de diverses natures, par des actes, par des faits qui caractérisent la réalité de la liaison amoureuse. Là, la liaison amoureuse là, est réputée consécutive à un harcèlement sexuel et elle est punie. Donc, l'entretien d'une relation amoureuse entre un apprenant et son enseignant ou son formateur est puni par la loi. Et en réalité, celui qu'on punit, c'est l'enseignant. Parce que l'enseignant, c'est le prolongement des parents. L'enseignant, c'est celui qui apporte le savoir à la personne formée, à l'apprenant. Donc, l'apprenant boit à la source de cette connaissance. Cette personne ne peut pas être son enseignant le jour et devenir son amoureux le soir. Vous ne pouvez pas, en tant qu'enseignant, être enseignant d'un élève, être le formateur d'un enfant et puis le soir, vous lui envoyez des messages amoureux, vous lui envoyez des fleurs, vous lui envoyez des photos pornographiques en lui disant c'est la même chose que je veux faire avec toi, des photos de seins en lui disant montre-moi quelle est la paire de seins qui correspond le plus à la tienne. Non. Même si c'est un sentiment sincère, non. Ça ne peut pas se passer dans le cadre d'une formation ou d'études et autres. Donc voilà ce que la loi dit. Et c'est les mêmes peines qui étaient prévues là. C'est la même peine. C'est l'article 551. C'est la peine sévère dont je vous ai parlé. De 3 à 5 ans, cumulée avec une amende
de 1 million à 5 millions qui est appliquée. Et là aussi, on a dit en aucun cas, le consentement de l'apprenant ne peut être retenu. Maintenant, la loi finit pour dire que, en dehors des parents et des alliés, au 3e degré de l'auteur, si c'est la femme de l'auteur, si c'est son papa et autres, en dehors de ces gens-là, à qui on ne peut pas reprocher, si je puis ainsi dire, on ne devait pas être étonné que ces personnes-là veuillent couvrir leurs parents enseignants qui est auteur d'une chose pareille. Celui qui sait si l'enquête, l'instruction du dossier révèle que quelqu'un savait et s'est tué, cette personne aussi est punissable. Article 552, nouveau. Si vous avez connaissance d'un harcèlement, qu'il était possible d'en limiter les effets et que vous n'avez rien dit, vous êtes punissable. Si dans les débats, peut-être l'élève dit, pourtant quand ce truc-là a commencé, j'ai averti un tel, qui est son collègue, qui est son ami, ou quelque chose, je lui disais que ce qui est en train de m'arriver là, ça me dépasse. Je lui ai dit de m'aider, de parler à son ami, de parler à son collègue, de lui dire de me laisser tranquille. Mais il n'a pas donné suite à mon appel au secours. Celui qui s'est tué comme ça, lui aussi, il est punissable. Lui, il est punissable d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an. Donc, se taire comme ça, dans une situation comme ça, peut vous coûter tranquillement 1 an. Et d'une amende de 50 000 à 500 000 ou l'une des deux peines. Les mesures que nous prenons sont à la fois des mesures préventives et des mesures d'action. Mesures préventives, c'est la sensibilisation. Comme vous avez vu la dernière fois, c'est de faire le tour des universités. Entre 2022 et 2023, par exemple, on est allé à l'UAC, on est allé à Porte-Nouveau, l'école, je crois où ils font le sport. On est allé à l'OCOSA, n'est-ce pas? Dernièrement, l'Institut national de la femme était présent à Kétou. Donc, passer et s'adresser à la fois aux enseignants, à la fois aux étudiants. Première chose. Deuxième chose, installation de dispositifs, accompagnement des directeurs, des chefs d'établissement et de lieux de formation d'un dispositif préventif. Le dispositif préventif va faire de façon régulière de la sensibilisation en interne pour les élèves, les apprenants comme pour les enseignants. Dire quelles sont les sanctions qui sont les sanctions disciplinaires encourues, les sanctions pénales encourues. Faire une sorte de veille. Désigner des points focaux. Les points focaux peuvent être des responsables. Ça peut être aussi des gens des personnes insoupçonnables. La vendeuse de coco, de bouillie, ou de riz, bien bon, que les apprenants, les formateurs, ceux qui viennent tout le temps. Des personnes insoupçonnables. Mais avoir un œil, des yeux discrets. Peut-être des personnes qui gravitent autour de ces établissements-là, qui sont en contact, mais vraiment au jour le jour avec les apprenants et les points focaux de l'Institut national de la femme. Aïcha, non, ne les écoute pas. Aïcha, relève-toi. Non, Aïcha, tu es spéciale. La plus grosse crainte des apprenants, en fait, c'est de dénoncer. Parce qu'ils se disent que tant que ce professeur est là, moi, ma vie, elle n'est plus tranquille. Déjà, quand nous recevons des plaintes, Quand nous les recevons, vous allez remarquer que le nom de la plaignante, de la victime, au regard du public, il n'est pas dévoilé. Ça, c'est une mesure pour protéger la victime elle-même. Et la victime elle-même, il lui est fortement déconseillé. Tant que, et même après, si la procédure n'a pas encore eu lieu, il lui est fortement déconseillé de répondre ou de se libérer sur les réseaux sociaux. N'est-ce pas? Pour sa propre sécurité. Et aussi pour se mettre à l'abri de toute forme de diffamation et autres via les réseaux sociaux. Parce qu'il faut laisser
la justice établir l'infraction, faire l'instruction du dossier, prononcer la condamnation en toute sérénité. La vie, lui, sera difficile s'il n'y avait pas de punition de l'enseignant. Parce qu'une fois que les faits sont établis, la vie ne peut plus lui être difficile parce que ce n'est pas l'étudiant qui part ou qui doit quitter l'établissement, c'est l'enseignant qui doit quitter. C'est lui qui va être suspendu en attendant qu'une enquête soit menée. C'est lui qui va être viré si l'enquête révèle que effectivement, eh ben, il a été l'auteur de ce harcèlement sexuel. La vie peut être rendue difficile peut-être par ses amis, ses collègues qui ne sont pas contents peut-être, mais à partir de maintenant, les enseignants eux-mêmes savent qu'ils n'ont pas intérêt à exercer des représailles sur une apprenante parce qu'elle aura dénoncé un de leurs collègues. Parce que s'ils exercent des représailles sur elle, il lui est conseillé de se plaindre. Parce que si on ne fait pas une tolérance zéro à cela, et si comment dirais-je, l'exemple n'est pas donné par une application ferme de la loi, et si nous n'avons pas de victimes suffisamment courageuses, et c'est à ça que nous travaillons, nous avons tout ce qu'il faut pour mettre la victime à l'aise, l'amener déjà à déculpabiliser, et ensuite l'amener, la conduire, si elle décide de déposer plainte, la conduire à le faire dans des conditions où, comme je vous disais, ça va pas sortir comment je vais dire, du circuit de la procédure. Et même jusqu'à la fin, vous aurez remarqué que les décisions qui sont rendues par la criette sur des cas de harcèlement sexuel d'enseignants et autres, le nom de la plaignante ne sort jamais. C'est le nom de l'enseignant qui sort. Vous comprenez? Donc, la procédure jusqu'à son terme est conduite de façon que son identité ne soit connue que des personnes qui sont chargées de l'instruction du dossier. INF, procureur spécial, juge d'instruction, les juges qui jugent les affaires et autres. Bon, bien sûr, l'enseignant, lui, peut crier partout que je suis poursuivi, tout ça. Bon, encore que s'il est vraiment l'auteur des faits, c'est pas non plus quelque chose qui va crier sous les toits. Voyez-vous. Donc, par nos sensibilisations et autres, nous sommes à l'action, par la réception des plaignantes, par leur mise à l'aise et leur préparation à être émotionnellement fort pour pouvoir faire face aux besoins de la procédure, parce qu'il va falloir raconter, il va falloir donner des détails, il va falloir, autant que faire se peut, tenir devant son enseignant, ce qui n'est pas chose facile. Et pour les besoins de la confrontation, sauf vraiment si la situation ne fait qu'on constate que dès que le harceleur apparaît, la victime est tétanisée, ne peut pas parler, auquel cas on va recueillir les déclarations différemment et faire la confrontation sans contact direct, organiser une confrontation sans contact direct physique avec le harceleur, n'est-ce pas? Et accompagner la victime jusqu'à la fin de la procédure à l'obtention d'une décision de justice. C'est extrêmement important. Parallèlement aussi, nous veillons à ce que les sanctions disciplinaires soient prises dans une suspension à titre de provision, à titre provisoire, à titre de mesure de précaution. Et puis, ça suit son cours, les éléments qui ressortent de l'enquête qui a été réalisée au niveau de la procédure disciplinaire sont portés à la connaissance de l'INF, sont versés au niveau de l'instruction du dossier pour permettre, parce que l'objectif n'est pas non plus de briser une carrière professionnelle ou de descendre socialement un enseignant, non, pas du tout. Mais on s'assure que ce qui a été déclaré, ce dont on s'est plaint, est effectivement établi, étayé selon les conditions que la loi a fixées avant de passer à une étape de jugement. Aïcha, non, ne les écoute pas. Aïcha, relève-toi. Non, Aïcha, tu es spéciale. Un mot à l'endroit des acteurs et victimes, c'est que c'est une infraction qui n'est pas toujours... elle est facile à établir, si je puis ainsi dire, mais elle n'est pas facile à dénoncer.
Et ce que nous pouvons dire à l'endroit des victimes, c'est qu'il faut qu'ils libèrent leurs paroles, qu'ils comprennent maintenant à la lumière des dispositions que j'ai citées, qu'ils comprennent que aussi bien au niveau de l'INF que des instances, des établissements, il est de plus en plus mis en place un système qui va leur permettre déjà, si possible, de se confier à ces points focaux, à ces responsables-là dans les établissements, de pouvoir déposer librement plainte ici en toute discrétion et de pouvoir bénéficier d'une procédure dans laquelle on garde l'anonymat. Et même au niveau des témoignages, les témoins sont entendus sous anonymat en présence d'un huissier qui transcrit. De sorte que même si dès l'instant où le témoin a déclaré que ce qui est mis dans l'acte de l'huissier, c'est bien ce qu'il a dit, il peut même ne pas apparaître. Les témoins qui demandent l'anonymat obtiennent l'anonymat. Donc pour les victimes, n'ayez pas peur. S'il y a des structures dans vos établissements, confiez-vous à ces structures. Mais vous savez aussi qu'il suffit d'appeler le 51 07 88 88 et de nous dire ce qui se passe et de venir en toute discrétion, en toute quiétude, venir dans nos locaux qui sont situés dans la 8e rue, à gauche, après le supermarché Erevan. Quand on va vers Fidjousset, c'est la 8e rue à gauche et c'est le 2e immeuble à droite. Déjà, à l'entrée de la rue, c'est mis INF. Quand vous rentrez dans la rue, c'est mis aussi Institut national de la femme. Vous venez vous libérer, vous venez vous confier. On a 2 psychologues permanents à l'Institut national de la femme qui peuvent vous prendre en charge. On peut vous préparer émotionnellement à déposer votre plainte et à tenir bon devant les procédures judiciaires. Aux acteurs, leur dire que nous sommes tous solidaires de ce combat, que ça doit être un combat tolérance zéro et que chacun de nous, dans ses différentes capacités, dans ses différentes composantes, dans ses différentes compétences, est appelé à sensibiliser pour pouvoir prévenir, parce qu'il faut faire connaître la loi. Si les victimes savent que la loi est avec eux, les victimes vont probablement libérer la parole. Les autres acteurs qui n'hésitent pas à contacter l'INF, parce que l'avantage aussi que nous avons, c'est donc d'avoir aussi le pouvoir d'inster en justice. Même si la victime ne se plaint pas ou si la victime est essoufflée en chemin, les victimes qui sont également économiquement vulnérables, et c'est le cas de beaucoup d'étudiants, on sait très bien que les étudiants, surtout les étudiants qui viennent de loin, qui viennent à Cotonou, connaissent leurs conditions. Là, il y a la gratuité de l'assistance d'un avocat. Il y a la gratuité des conseils de l'assistance juridique qu'on leur donne ici. Il y a la gratuité du soutien psychologique. Et donc, s'il y a d'autres acteurs qui ont des cas pour lesquels ils n'ont pas le même dispositif à offrir, les mêmes services à offrir à ces victimes, qu'ils les réfèrent vers nous. Nous allons nous en occuper. Très bien.